Bien, bonjour. Dans cet exercice, on va s'intéresser à une installation qui pourrait être une usine, si vous voulez, et on va essayer de trouver le facteur de puissance de l'installation, connaissant les caractéristiques des dipôles qui consomment, qui appellent du courant dans l'installation. Donc, on imagine que l'installation est alimentée par une tension U, qui peut être la tension du secteur, et qui a un courant appelé sur la ligne qui vaut I. Et on suppose que l'installation est constituée en parallèle d'un ensemble de lampes. Alors en fait, ces N lampes consommeront au total P2 et on pourra les voir comme un unique conducteur ohmique, comme une unique résistance qui consomme la puissance P2. Et vous avez vous avez une partie inductive qu'on assimile à un moteur. Ce moteur, on suppose qu'il a une puissance consommée P1 et en moyenne bien sûr, et un facteur de puissance cos phi 1. Et on suppose que le moteur, bon, sans grande surprise, on prendra le phi 1 négatif entre 0 et pi sur 2, car on suppose une installation inductive au niveau du moteur qui est composée de beaucoup d'enroulements en général, donc il y a un aspect inductif assez évident en général. Donc on supposera une caractéristique inductive pour le système. Et ce que l'on cherche à montrer, connaissant les caractéristiques des différents parties du dispositif, de trouver le cosinus phi, mais de l'installation, c'est-à-dire tel que perçu par le distributeur d'électricité, connaissant les caractéristiques des dipôles individuellement. Et donc on donne une formule pour le cos phi qui dépend des différentes puissances consommées et de phi 1 qui est en fait en valeur absolue la phase, le déphasage entre le courant qui va circuler dans le moteur et la tension d'alimentation. Alors pour faire ceci, on peut déjà simplifier un petit peu le circuit et noter que le circuit se ramène finalement à une tension. Donc vu que la tension est en parallèle et donc apparaît sur deux dipôles, autant prendre l'origine des phases sur la tension, c'est ce qui paraît le plus naturel. Et donc si on dit que U est la grandeur efficace, alors dans ce cas-là, on aura que U de t, c'est U racine de 2 cos oméga t. Et donc le courant I bar qui arrive sur l'installation se partage en deux. Le courant qui va passer dans les lampes, qu'on peut assimiler à une résistance R, et donc ce courant, on va l'appeler IL bar, comme L comme lampe, et un courant IM bar dans le moteur. Et ce que l'on cherche, vu qu'on cherche le facteur de puissance, il est clair que ce facteur de puissance, le cosinus, on peut écrire que pour l'installation dont on a dit, la puissance totale consommée par l'installation, eh bien c'est la tension d'alimentation, le courant I qui arrive sur l'installation, fois le cosinus phi de l'installation. Donc dit autrement, ça c'est équivalent à dire que le cos phi, c'est en fait P total consommé par l'installation sur UI. Alors une première étape du calcul, c'est de dire que simplement, la puissance totale qui est consommée par l'installation, c'est la puissance qui est consommée par chacun des dipôles pris individuellement. Donc c'est P1, la puissance du moteur, plus P2, la puissance des lampes, sur UI. Alors si on reprend la formule que l'on recherche, on voit qu'on a déjà trouvé le numérateur. Il faut retravailler au niveau du dénominateur. Et en particulier, bon, U est plus ou moins une donnée, pas directement, enfin bon, c'est la tension d'alimentation, alors que I bar dépend vraiment des deux dispositifs. Donc ce qui reste à faire a priori, vu que vous avez un nœud ici, on pense qu'on peut appeler ce point-là A, et la seule étape qui reste vraiment à écrire, c'est une loi des nœuds au niveau du point A, et bien sûr sur les grandeurs complexes. Ici, on a les grandeurs efficaces réelles. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est que j'applique une loi des nœuds en A, bien sûr, sur les grandeurs complexes, les grandeurs efficaces complexes. Donc j'écris que I bar, c'est IL bar, donc le courant entrant égale les courants sortants plus IM bar. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, alors ce qu'on peut faire pour terminer ici, on peut soit finir de façon algébrique, mais on peut aussi faire un diagramme de Fresnel. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais essayer de représenter sur un diagramme de Fresnel les différents courants et essayer de trouver I bar en fonction des autres courants et de leurs caractéristiques. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc je fais ce diagramme de Fresnel. Alors, pour le premier courant, par exemple partir en vert, pour ce premier courant, je vais partir sur IL bar. Mais si on a pris la résistance de phase sur la tension,
et que IL bar est le courant qui passe dans une résistance, nécessairement que ce courant IL bar, il est forcément en phase avec U bar, et vu qu'on a pris une phase nulle sur U bar, eh bien, il y a aussi une phase nulle sur IL bar, qui est la courant qui passe dans la résistance. Donc ici, on va simplement dessiner, enfin, je vais décaler un petit peu pour qu'on voit bien, mais je fais un certain IL bar qui est ici. Donc ici, on aura le IL bar, qui est forcément en phase avec la tension. Ensuite, on aura le courant IM bar. Alors pour faire IM bar, eh bien, on reprend l'idée. IM bar, on sait que c'est le courant qui passe dans le moteur et on a dit que le moteur était de type inductif. Donc le courant est en retard sur la tension et donc un retard entre 0 et moins pi sur 2 vu que l'impédance peut s'écrire sous la forme A plus IB avec un A positif, l'aspect résistif, et un B positif, l'aspect inductif. Donc finalement pour le courant IM bar, on va faire cette flèche comme ceci. Et donc ici, je fais une flèche IM bar. Alors, pour la longueur, je fais un petit peu n'importe quoi pour l'instant, d'accord? C'est juste indicatif. Et ici, c'est donc IM bar, mais ce dont je suis certain, ici, c'est forcément la phase φ1 associée au cos φ1 du moteur. Et on retrouve bien que φ1 est négatif, c'est pas forcément évident, mais bien sûr, j'ai orienté assez naturellement comme ceci sur du sens trigo. Et d'après la loi des nœuds, eh bien, cette égalité sur les nombres complexes se traduit par l'égalité sur les vecteurs représentatifs des nombres complexes et donc par la relation de Chern. Alors, donc finalement, si je représente le courant I bar résultant, eh bien, ce courant I bar résultant, c'est forcément la somme vectorielle des deux courants et j'ai forcément ce courant I bar qui est ici. Donc j'ai forcément ce courant I bar qui est ici. Et je note en particulier que le phi de l'installation, donc vous voyez bien que le phi de l'installation n'est pas le même phi1 que celui du moteur. Que les deux, en valeur absolue, phi1 serait plus grand que phi, même si les deux sont négatifs. Et maintenant, ce qui me reste à trouver, en particulier, moi ce que je cherche, c'est le module de I bar. Et bien, pour le module de I bar, on peut simplement penser à exploiter le triangle rectangle qui se dessine ici. Donc on peut définir quelques lettres si nécessaire, on peut appeler ça O assez naturellement, et puis là on peut mettre par exemple C et D qui n'ont pas eu à être utilisés encore, et on voit qu'on a un triangle rectangle ici dont I bar, enfin dont le module de I bar constitue l'hypoténuse. Donc en particulier, on peut noter que eh bien, le module de I bar, qui est en fait I, d'accord, eh bien c'est la racine. Alors, de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que ce côté-là? Ce côté-là, c'est juste la longueur de IL bar qui s'appelle IL bar, qui est juste, qu'on peut noter juste IL si vous voulez. D'accord? Plus quoi? Plus cette longueur-là. Donc, je peux reprendre doucement. D'accord? Vous avez ce morceau-là, ici, qui est le morceau IL, et ce morceau-là, qui est le second morceau. Mais ce second morceau, c'est le projeté de IM bar sur l'axe horizontal. Donc, c'est du IM cos φ1. Et donc ce terme-là, ça fait du IM, cos φ1. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté adjacent, que je vais donc bien sûr prendre au carré pour faire le théorème de Pythagore. Et j'ai le côté opposé, qui est le côté CD. Et ce côté CD, c'est la projection de IM sur la verticalité. Donc c'est avec le sinus, bien sûr. Et ça vaut IM sinus φ1 au carré. Φ1 entre rigueur est négatif, mais vu qu'on prend le carré, ça n'a pas de problème. D'accord? Donc en fait, ce que j'ai fait ici, j'ai juste fait en fait, le théorème de Pythagore dans OCD. D'accord? Donc dans ce triangle OCD, j'ai fait le théorème de Pythagore en disant que OC carré plus CD carré valait I carré. Et j'ai pris la racine. Voilà comment on peut faire. Et donc maintenant, je vais reporter le résultat. Et je constate que cos phi, c'est donc P1 plus P2. Alors, sur quelque chose, donc on aura un ordinateur assez conséquent, que je vais faire comme ceci. Et j'aurai donc le U, racine de IL plus IM cos phi 1.
le tout au carré, plus IM sinus phi1. Et l'idée, c'est de faire rentrer le U dans la racine et après dans les carrés. Donc, en fait, ça va faire P1 plus P2 sur, donc à nouveau, un terme. Et donc, je vais rentrer le U à l'intérieur de la racine. Et ça me fait donc racine de, alors, UIL plus UIM cos phi1, le tout au carré, plus UIM sinus phi1, le tout au carré. Mais ce que je peux noter ici, c'est que ce terme-là, si on reprend maintenant terme à terme, UIL, eh bien ici, c'est bien les résistances, donc sont sous une tension U et traversées par un courant IL. La puissance qui est dissipée en moyenne dans les résistances, qui s'appelle, dans les lampes, entre rigueur, qui s'appelle entre rigueur P2, d'accord? Eh bien, c'est bien, on a nécessairement que P2, d'accord, ce terme-là, P2, c'est bien UIL, et avec un cosinus de 0, parce que dans une installation purement, enfin dans une partie purement résistive, le courant et la tension sont en phase, donc la différence de phase est 0 et ça fait cos de 0, ce qui fait 1. Donc UIL, c'est bien P2, d'accord? De la même façon, ce terme qui est ici, vous prenez la tension aux bornes du moteur fois le courant qui traverse le moteur, tout ça en grandeur efficace. Et phi1, eh bien, le déphasage entre la tension et le courant dans le moteur. Donc ça, c'est bien P1, par définition, c'est bien la puissance moyenne P1. Et là, vous avez juste un petit arrangement à refaire. Il faut simplement écrire que ça fait UIM cos phi1 fois sinus phi1 sur cos phi1. Là, vous retrouvez P1, et là, vous retrouvez tangente phi1. Donc maintenant, si on regroupe tout, on aura finalement que cos phi, ça sera P1 plus P2, d'accord? Et tout ceci sera divisé par donc, la racine bien, P1 plus P2, le tout au carré, P1 plus P2 au carré, plus P1 tangente phi1, le tout au carré. Et si on reprend la formule qui est proposée ici, bien, ça correspond. Donc en fait, pour l'exercice, bien faire la différence entre le facteur de puissance du moteur et le facteur de puissance de l'installation. Bon, associer les lampes ensemble pour simplifier un peu le dispositif. Et sans grande surprise, vu qu'on a une installation en parallèle, on fait une loi des nœuds. Donc on fait une loi des nœuds. Et après, le plus simple, c'est souvent de faire un diagramme de Fresnel. Et dans le diagramme de Fresnel, vu que là, on veut plutôt le vecteur courant résultant, obtenir le vecteur courant par simplement faire apparaître un triangle rectangle et calculer comme étant l'hypoténuse du triangle rectangle via les autres côtés. Bien faire apparaître les phi également, c'est bien sûr nécessaire. Et ensuite, il n'y a plus en fait qu'à appliquer les formules et à faire réapparaître. Bon, à la fin, il faut réapparaître des petites formules, mais il n'y a rien de très compliqué. On fait apparaître les puissances consommées dans chacun des dipoles. Voilà. Mais en fait, le point clé, c'est bien sûr d'appliquer la loi des courants sur les grandeurs complexes et ensuite de faire un diagramme de Fresnel et de réussir à bien exploiter ce diagramme de Fresnel pour obtenir le résultat souhaité. Voilà ce qui conclut en fait, on va encadrer ici, et ce qui conclut l'exercice. Je vous remercie.